Bonjour, Laurent Combalbert. Quel plaisir de Peter. t'avoir. Nous nous connaissons depuis un certain temps, mais pour les écouteurs, les auditeurs, euh, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter? Écoute, je suis un négociateur. Je suis un négociateur avec plutôt une tendance négociateur de crise. Ça a été mon premier métier. J'ai eu la chance de faire partie de la première équipe de négociation du RAID, le groupe d'intervention de la police en France. Et puis, j'ai ensuite exercé ce métier de négociateur dans tout un tas de situations. Mais c'est vrai que la notion de crise me colle un peu à la peau et je suis amené à gérer des négociations complexes un peu partout dans le monde. Et donc, du coup, tu es amené à partir un peu rapidement parfois. Alors, j'essaie de le faire de moins en moins. L'âge venant, j'aime bien travailler depuis ma cellule de crise ici chez moi, mais effectivement, je suis amené à voyager assez régulièrement et à rencontrer des cultures différentes pour mener des conversations un peu particulières. Et donc, en plus d'être juste un des négociateurs les plus connus et célèbres en France, tu es aussi écrivain. Oui, c'est vrai que j'ai écrit quelques livres. Alors, j'ai écrit pas mal de livres techniques, et bien sûr sur la négociation, sur la gestion de crise, sur le travail d'équipe. Mais je viens de terminer mes deux derniers bouquins techniques, je n'en ferai plus. Ah, euh, Parce que j'ai never dit say beaucoup de choses. never. Non, mais là, je suis vraiment, je tiens toujours mes promesses, comme tu sais, et je ne créerai plus de bouquins techniques après mes deux derniers qui vont sortir d'ici la fin d'année. Mais par contre, je me suis trouvé une passion pour les romans policiers. Donc, je rédige des romans policiers. J'en ai fait deux chez Calman Levy, collection noire, et je suis en train de préparer un troisième qui va sortir début 2025. On va mettre tout ça dans les show notes. Laurent, bravo. Donc, comme tu sais, mon intérêt est essentiellement sur la conversation, la notion de la conversation, typiquement la conversation que nous avons en société, où on peine aujourd'hui à avoir des conversations intéressantes, avec le débat fort, etc. Et je voulais donc faire cet entretien avec toi autour de ton travail, notamment quand tu es dans une crise ou en train de négocier avec quelqu'un qui est un preneur d'otages. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience là-dedans, juste pour nous donner un contexte, ton parcours, on va dire, par rapport à ça? Écoute, c'est vrai que quand je me suis intéressé à ce métier de négociateur, je le découvrais puisque moi, ce qui m'intéressait dans mon métier de policier et d'officier de police, c'était le côté intervention. Et donc, j'ai toujours voulu intégrer le RAID pour cet aspect-là. Et je me suis trouvé à la fin des années 90 à devoir choisir, soit attendre pour passer les tests du RAID et intégrer le bout d'intervention, soit être intégré tout de suite sans passer les tests, donc faire une croix sur l'intervention pour rejoindre un groupe de négociateurs créé par Michel Marie, qui est le premier négociateur du RAID et le premier à avoir l'idée que la négociation était un vrai job et pas seulement quelque chose qui se menait un petit peu comme ça par hasard, comme on pouvait le voir dans certains films. Et donc, pour moi, cette notion de négociation, effectivement, c'était utiliser la parole et la discussion comme une arme, comme une façon de gérer des conflits, comme une façon d'éviter les catastrophes avec des personnes qui pouvaient être dans trois catégories principales. La première catégorie, c'est le forcené. Ce qu'on appelle le forcené, c'est la personne retranchée, toute seule, un homme, une femme qui va péter les plombs. Alors souvent un homme, plus souvent un homme, qui est en débordement émotionnel, qui est en perte personnelle et qui ne trouve comme solution que de se retrancher dans son domicile ou chez quelqu'un tout seul, sans otage, et de menacer soit de se suicider, soit de faire sauter l'immeuble, soit de ne pas bouger, avec pas forcément de revendication en face. Et donc, cette situation-là, qui semble être la plus simple à gérer, finalement, est la plus complexe parce qu'il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de levier sur la conversation, qu'est-ce qu'on peut lui apporter s'il ne demande rien, Hmm. s'il ne souhaite rien en échange. La seconde catégorie, c'est le preneur d'otages ou les preneurs d'otages qui retiennent des personnes ou qui retiennent aujourd'hui des informations, qui retiennent des systèmes informatiques et qui vont demander en échange quelque chose qui là va nous donner un point central, un pivot de discussion, un pivot de conversation autour duquel on va pouvoir voir si on cède ou pas, ce qui est possible ou pas. Et puis la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les retranchements collectifs, c'est-à-dire ce sont des groupes de personnes qui vont s'enfermer, se retrancher. On parle de mutinerie, par exemple, dans une prison, mais on a aussi des retranchements d'organisations sectaires. On a eu Waco aux États-Unis, voilà. Il y a eu pas mal de situations de ce type-là. Et dans chaque cas, effectivement, la conversation est différente parce que la motivation de l'acteur adverse est différente et on va regarder comment on peut essayer de positionner ce dialogue, cette discussion pour trouver une solution qui, à la fin, ramène la paix dans ces problématiques.
C'est fascinant, cette catégorisation. Et je me dis, combien est-ce que, enfin, quand il y a une demande, combien est-ce qu'on sait que c'est la bonne demande? Est-ce que tu as tendance à dire quand il y a une demande en face, donc c'est dans le cas généralement des preneurs d'otages, est-ce que c'est une demande claire? Est-ce que c'est, ou est-ce qu'il faut creuser pour aller chercher, pour mieux comprendre comment? Est-ce que tu cernes cette demande? Bah, la première demande, c'est ce qu'on appelle en négociation une position. Une position parce que c'est ce qu'on pose sur la table et c'est ce qui va servir de début aux échanges, à la relation de négociation. Donc, c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est quel est le vrai intérêt qui se cache derrière cette position? Quand quelqu'un te fait une demande, quelle qu'elle soit, il y a de fortes chances que cette première demande ne soit pas la vraie demande, pour une raison assez simple. Dans n'importe quelle situation de négociation et de conflit, qui soit sous haute tension, comme une prise d'otage ou une négociation plus classique, on est dans une logique de compétition. On estime à peu près à 90% les situations de négociation au sens très large du terme qui tournent autour de la compétition, c'est-à-dire une personne qui veut gagner ce que l'autre va perdre. C'est ce que veut gagner un forcené qui exige quelque chose, un pendant de tâche qui exige quelque chose. Il a envie d'avoir derrière une satisfaction à sa demande. Mais dans 90% des cas, en moyenne, la position qui est faite n'est pas le vrai intérêt. Elle cache le vrai intérêt. Donc, notre travail à ce stade-là, c'est d'essayer de voir ce qui se cache derrière. Et comme on n'est pas dans la tête de la personne qui est en face de nous, on va faire des suppositions, on va faire des hypothèses. Donc, la première partie du travail d'analyse de la motivation de la partie adverse, c'est un travail d'hypothèse. Ça peut être derrière sa position, tel intérêt, tel intérêt, tel intérêt. Et en fonction de ces intérêts, on va regarder ceux qui sont le plus faciles pour nous, de notre côté, à satisfaire. Déjà, est-ce qu'on peut le satisfaire? Est-ce que les demandes sont éthiques? Est-ce qu'elles sont morales? Et est-ce qu'elles peuvent faire l'objet d'une discussion, d'un échange? Et puis, est-ce que je peux forcément donner ce qui est demandé? Si un forcené me demande à parler au président de la République, évidemment, cette position cache un intérêt difficile à satisfaire. Si c'est vraiment ce qu'il souhaite, je ne pourrai pas le faire. Et donc, je vais devoir lui faire accepter que sa demande ne pourra pas être satisfaite. Si au contraire, c'est une demande très exagérée qui vise à obtenir la satisfaction d'un intérêt différent sur un autre sujet ou avec un montant moindre, et bien effectivement, là, je peux m'interroger sur le fait de pouvoir ou pas satisfaire cet intérêt. Mais à chaque fois, c'est un travail d'hypothèse parce que dans ce type de conversation, on n'est jamais dans la tête de l'autre. Et imaginer qu'on est dans la tête de l'autre, c'est dangereux parce que ça nous amènerait à des interprétations qui nous feraient attribuer une seule vérité à une seule demande, alors que derrière une seule demande, derrière une seule position, il y a des dizaines de possibilités de vérité, des dizaines d'hypothèses. Et donc, il y a beaucoup de travail préparatoire, mais pas forcément le temps pour le faire. Alors, le temps n'est pas une contrainte, si j'ose dire. Tu sais que Ah, quand tu vas partir sur une situation de crise, tu sais que tu vas être sous la pression du temps. Donc, le temps n'est plus une contrainte puisque ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce qui est communément accepté comme étant la contrainte. Donc, on a des modes de fonctionnement qui nous permettent d'aller vite dans la préparation de la négociation. Il y a des questions clés sur quel est l'intérêt qui se cache derrière la position, quel est le mandat que j'ai pour pouvoir satisfaire éventuellement cet intérêt, quel est l'objectif commun. Ce sont des questions assez simples. On essaie de ne pas tomber dans les machines trop compliquées ou dans des usines à gaz qui nous amèneraient à intellectualiser beaucoup de choses, hein. On n'est pas des théoriciens de la négociation, on est des praticiens. Et donc, c'est pour tout. On joue sur les faits. On essaie de beaucoup de jouer sur les faits. Les théoriciens jouent autour des mots et nous, on joue autour des faits. hmm. Et quand tu te mets sur une situation, j'imagine que tu n'es pas tout seul. Quand tu dis nous, tu travailles avec d'autres dans ce genre de formulation d'hypothèse. Oui, on fait du travail d'équipe forcément, pour plein de raisons. La première raison, plus on est nombreux autour de la table à essayer de comprendre l'intérêt adverse, plus on a d'hypothèses. Si je m'enferme tout seul sur un sujet, je vais avoir forcément des biais perceptifs, des visions tronquées de la réalité, pas volontairement d'ailleurs, mais souvent involontairement parce que basé sur mon expérience, basé sur la mémoire inconsciente de ce que j'ai déjà vécu. Et je risque d'avoir des hypothèses qui sont moins nombreuses, qui sont moins ouvertes à la possibilité que l'autre ait un mode de fonctionnement différent du mien. Donc, on est une équipe pour ça. On a dans les équipes de négo des équipes multiculturelles, par principe, avec des genres différents, avec des expériences différentes, justement pour avoir une vision plus large.
Ce qui est rigolo, c'est qu'on utilise souvent ce mot diversité en entreprise. On dit que c'est mieux d'avoir la diversité, il faut avoir la diversité. Mais on sait que la diversité est aussi pas facile parce que d'autres points de vue, d'autres attitudes, d'autres cultures. Oui, mais encore une fois, c'est accepter cette difficulté comme étant un facteur de création de valeur ajoutée. Euh, on doit préparer les négociations de manière ouverte avec justement ces visions différentes, donc potentiellement conflictuelles avec notre propre vision. Hmm. Quand un membre de l'équipe donne une idée à laquelle tu n'as pas pensé et qui est une bonne idée, tu dois accepter que cette idée soit effectivement fasse partie de la liste à laquelle tu n'as pas eu idée toi-même. Donc oui, accepter d'avoir autour de toi, des gens qui sont meilleurs que toi, qui ont des meilleures idées que les tiennes, c'est un vrai facteur d'efficacité. Hmm. Mais c'est difficile parce qu'il faut que ton ego l'accepte. Puis il faut aussi faire fonctionner ces équipes diverses qui, à un moment donné, vont devoir s'aligner sur un mode de fonctionnement commun. Quand tu dis le mot négo, j'entends toujours le mot égo à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que l'ego est important et on dit souvent qu'un bon négo n'a pas d'ego. Ça ne veut pas dire qu'un bon négociateur n'a aucune perception de lui-même, mais c'est quand on rentre en phase de négociation, on doit mettre son ego de côté. Parce que l'ego est un excellent outil, mais il doit être maîtrisé. Et donc, si c'est l'ego, c'est beaucoup moins efficace. L'ego est un mauvais négociateur. Et forcément, celui qui est preneur d'otages a un ego démesuré ou pas? Non, ça peut être. Alors, parfois, on peut avoir affaire à des narcissiques, à des personnes qui ont le sentiment d'être supérieurs aux autres, ce qui est plutôt un avantage parce que ce sentiment de supériorité peut nous permettre d'aller chercher de l'information, peut faire en sorte que cette personne soit un accès de confiance et qu'elle nous délivre des informations qui vont nous permettre de comprendre quelle est réellement sa motivation. Mais on a souvent des gens qui sont en crise existentielle, en crise personnelle, en crise financière, en crise émotionnelle. Et la crise, c'est une rupture. On est face à des gens qui sont dans un moment de rupture dans leur propre vie. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, non pas pourquoi cette rupture a été créée, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas là pour ça, mais de comprendre comment on peut les aider à percevoir que la façon qu'ils ont choisi d'appréhender cette crise, à savoir se retrancher ou prendre des otages, n'est pas la manière la plus efficace de trouver une solution. Donc notre travail n'est pas de les convaincre, nos conversations ne mènent pas à convaincre, nos conversations mènent à induire le changement. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, dans lequel chacun choisit sa vérité, de mener des Mmh. conversations qui ont pour objectif d'induire le changement et pas des conversations qui ont pour seule ambition de convaincre l'autre. Aujourd'hui, on cherche Mmh. à convaincre que nos idées sont les bonnes, que notre vision est la bonne, que notre idéologie est la meilleure, alors qu'il faudrait faire en sorte que l'autre accepte de faire évoluer sa perception, tout comme nous aussi, nous sommes prêts à faire évoluer la nôtre. C'est intéressant ta vision, ta perspective là-dessus, Laurent, parce que tu dis que chacun a sa vérité aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que tout le monde s'exprime et donc ça sous-entend pour moi, et donc avec mon filtre, le manque de collectivité. Pour faire une belle négociation, il faut qu'il y ait un objectif commun. Mais pour faire une belle conversation aussi, si chacun converse pour expliquer son point de vue sans avoir envie de construire quelque chose avec l'autre, on est dans un débat, on est dans une exposition d'idées. Mais pour moi, ce ne sont pas des conversations qui créent de la valeur ajoutée. Pour qu'à un moment donné, il y ait une capacité à faire quelque chose de positif de cette conversation et pas uniquement informer l'autre, c'est de s'appuyer sur ce qu'il dit pour rebondir et peut-être modifier nos positions comme faire modifier les siennes et arriver à la fin à un résultat final. Mais pour ça, il faut que chacun soit capable de faire des pas vers l'autre. Or, on est dans un monde, je trouve, qui est de plus en plus polarisé, où chacun s'enferme dans des convictions de plus en plus opposées. Peut-être parce que ça permet c'est par le conflit que les gens s'expriment et qu'ils existent plutôt que par leur recherche de solutions au conflit. Cette crise existentielle, je le mets sur l'ombrelle de 1 + 1 = 3, Ouais, dans l'idée d'avoir 2 personnes qui veulent construire quelque chose ensemble. Cette troisième dimension, c'est au-delà, c'est le méta de la conversation. ouais, bien sûr. C'est ce qu'on va Tout à, chercher au-delà de ça. tout à l'heure, tu as dit l'éthique. Est-ce que c'est éthique, cette demande? Et l'éthique, pour moi, c'est essentiellement personnel, c'est-à-dire que mon éthique serait peut-être différente de la tienne. Et quand tu es dans un groupe, donc en train d'évaluer la demande, comment est-ce que tu et vous établissez
l'éthique de cette question? Est-ce que, enfin, ça paraît pas, enfin, je pense que c'est pas aussi clair que ça. L'éthique, c'est par rapport à la morale dans laquelle on va négocier, on va discuter. Mais cette éthique, elle est relative à l'enjeu. Si tu négocies pour acheter une maison, pour acheter une voiture ou pour négocier un poste de télévision à la Fnac, l'enjeu ne justifie pas que tu fasses des entorses à ton éthique générale. Tu ne vas pas mentir pour ce type de situation. Ça serait ridicule d'aller à l'encontre de tes valeurs personnelles pour un enjeu comme une télévision ou une voiture. Quand tu sauves des vies ou quand tu es face à un preneur d'otage, la question se pose parce que jusqu'où tu es prêt à aller pour récupérer l'otage. Je te prends l'exemple des kidnappings. Évidemment, quand on est sur une prise d'otage, tu prends une prise d'otage gérée par un groupe d'intervention, ce sont des négociations qui sont difficiles, mais beaucoup moins que celles du monde de l'entreprise, par exemple. Elles sont dangereuses, mais pas très difficiles, parce que tu as un rapport de force. Tu as le groupe d'intervention, tu as la police, tu as un encerclement, tu as les observateurs. Si tu prends un kidnapping, c'est différent. Un kidnapping, ça se passe dans un pays très loin, souvent. Tu n'as pas de rapport de force. Le kidnappeur t'empêche d'appeler la police. S'il voit la police, il tue l'otage. Tu ne sais pas où il se trouve. Tu ne sais pas à quel numéro le rappeler. C'est lui qui a l'initiative de te contacter. Et donc, dans ces cas-là, oui, la question se pose, est-ce qu'il faut payer ou pas? Est-ce que payer de l'argent à un criminel, c'est éthique? Non, bien sûr. Ce n'est pas éthique parce que si tu payes un criminel, évidemment, à la fin, tu vas lui permettre de s'acheter des armes, de s'équiper, d'organiser encore mieux son mode opératoire criminel. Mais est-ce que pour sauver l'otage, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ben oui. Personnellement, j'estime que oui, si c'est pour sauver quelqu'un, on peut le faire. Donc, je vais transiger sur mon éthique personnelle pour préserver un intérêt supérieur, à savoir sauver une personne. Tout en sachant que quand tu fais ça, tu envoies le message que ben, nous, on est prêt à payer. Oui, absolument. Tu entretiens le business du kidnapping. Hein. C'est compliqué, n'est-ce pas? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut accepter de se poser la question et Ouais. savoir jusqu'où tu es prêt à aller. Dans la conversation, de manière générale, je pense souvent à l'intérêt d'avoir la connaissance des faits, le contexte, l'histoire. Combien et à quel point est-ce que la connaissance est utile dans une négociation pareille? Je pense il faut de la connaissance, déjà de la connaissance de soi, savoir ce que tu es prêt à accepter et comment tu es prêt à le faire par rapport à toi. Il faut avoir de la confiance en soi, qui est aussi basée sur la connaissance. Euh, il faut avoir une connaissance de l'autre, de sa culture d'origine, de sa culture d'appartenance. Et puis, il y a c'est tout cet enchaînement de connaissances que tu dois mettre au service de ta conversation. Donc, oui, c'est important d'arriver à bien se connaître et bien connaître l'autre et bien connaître l'environnement pour avoir une influence sur tout ça. Et la connaissance de manière générale, par exemple, le preneur d'otage, il dit quelque chose qui est une bêtise euh, par rapport à la vérité. Enfin, je prends un exemple. Ben, je vais aller à la capitale de la France, tu sais, Marseille. Ouais, Ah, ouais. Tu peux avoir des gens qui n'ont pas de la connaissance de ce qu'ils font et c'est tout le problème parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger qui t'explique que moins les gens sont compétents, plus ils ont le sentiment qu'ils sont compétents. Et donc, tu peux être face à quelqu'un qui t'annonce une aberration, quelque chose de complètement fou, stupide, inefficace. La question à se poser, c'est est-ce qu'il est prêt à accepter que ce qu'il nous dit est faux? Est-ce que je peux lui faire comprendre que ce qu'il me dit est complètement faux et le faire revoir sa position? S'il a envie de m'affirmer que Marseille est bien la capitale de la France et que ça devient un point de tension par rapport à l'enjeu qu'on est en train de mener dans la discussion, est-ce que ça vaut le coup de lui dire oui ou de lui dire non? Moi, je mène parfois des conversations avec des gens qui m'annoncent des énormités sur des sujets scientifiques ou des sujets techniques. Mais mon enjeu n'est pas de les faire changer d'avis. Mon enjeu est de les écouter. Et si je n'ai pas l'intention de les faire évoluer sur leurs connaissances, franchement, je passe à côté. Et tant pis, je les laisse croire ce qu'ils croient. Je n'ai pas le temps ou je n'ai pas l'envie ou la motivation pour les faire changer. Si par contre mes enfants me disent une énormité hmm. sur un sujet technique, là, évidemment, mon enjeu de père, c'est de leur expliquer que ce qu'ils sont en train de dire est techniquement faux ou scientifiquement faux et de leur expliquer qu'il faut qu'ils changent leur position pour avoir une vision objective de ce qu'ils racontent.
Et dans tous les cas, la manière que tu abordes ce sujet doit être pris en compte. Oui, le fond et la forme, c'est aussi important, bien sûr. D'abord parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Quand tu rentres en conversation avec quelqu'un, tu ne peux pas ne pas communiquer. Dès lors que tu lui parles, dès lors que tu refuses de lui parler, tu communiques quelque chose. Donc, il faut être capable de maîtriser les canaux de la communication, les mots qu'on utilise, le verbal, le sens des mots, la symbolique des mots. On utilise le paraverbal. Donc, le paraverbal, c'est le chant de la voix, le chant de la conversation, les intonations, la vitesse d'élocution, les silences. Et puis, le non-verbal, c'est tout ce qui est visible. Le regard, l'attitude, les micro-mouvements, la distance. Voilà, tous ces éléments sont porteurs de sens. Donc, dans une conversation, il n'y a pas que les mots qu'on prononce. Il y a la façon de les prononcer, il y a la position qu'on prend pour les prononcer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous amener derrière à modifier l'impact qu'on a sur l'autre. Et combien tout cela peut être appris ou maîtrisé? Car en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on fait de manière instinctive ou sans pour autant vouloir. Enfin, genre clignoter mon œil, par exemple, ou bégayer, ou bouger quelque chose sans m'en apercevoir même que je bouge. Alors, on peut maîtriser un certain nombre de points. Par exemple, tu parlais de la connaissance tout à l'heure, quand tu connais la culture d'une personne ou d'un groupe auquel tu t'adresses, tu vas adapter ton vocabulaire à leur connaissance culturelle, à la façon dont ils gèrent tout ça. Mais tu peux aussi, donc le fait de s'informer en amont te permet de maîtriser les mots que tu vas utiliser. Tu peux maîtriser tes émotions pour ne pas qu'elles aient un impact sur ta prosodie, sur le chant de ta voix, sur ta conversation. Et puis, il y a aussi plein de choses que tu ne maîtrises pas, notamment ton expression émotionnelle. Quand tu as une émotion, tu as du mal à maîtriser les fuites émotionnelles que tu vas avoir. Et donc, ça, la partie adverse va s'en apercevoir. La personne avec qui tu échanges va s'apercevoir que tu es surpris, que tu as peur, que tu es en colère. Et ce n'est pas désagréable de le laisser paraître, parce que laisser paraître ses émotions, c'est envoyer un message à l'autre. Ce qu'elle fait est en train de produire une émotion chez toi et c'est important qu'elle le sache, qu'elle soit informée de ça. Hmm. Ben, ça m'amène à la question, comment établir un rapport avec quelqu'un où tu es forcément, on va dire, dans une situation de conflit, dans la mesure où l'autre est en train de faire quelque chose qui est désagréable. Ouais, mais le conflit n'est pas forcément négatif. Le conflit, c'est quelque chose qui sert à créer quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de 1 plus 1 égale 3. C'était exactement ça. Le conflit, c'est comment tu fais en sorte de trouver une solution avec la partie adverse dans un désaccord exprimé. Parce que le conflit n'est rien d'autre qu'un désaccord exprimé. Que tu peux voir de manière négative, il n'est pas d'accord avec moi, il essaie de m'imposer son point de vue, et là, évidemment, ça va tendre la relation. Mais tu peux l'avoir aussi de manière positive. Il n'est pas d'accord avec moi, donc il peut alimenter mon idée pour qu'on arrive à faire quelque chose de supérieur à nous deux. C'est une Si je question comprends, d'appétence personnelle, mais c'est aussi une question de volonté, de décider qu'à un moment donné, je peux vouloir euh, accepter le désaccord de l'autre pour construire avec lui. On appelle ça l'assertivité. L'assertivité, c'est être capable de défendre son point de vue tout en acceptant que l'autre est un point de vue différent et qu'il l'exprime. donc ça me fait penser que, enfin, au tout début, tu as dit il y a une espèce de compétition quelque part. Enfin, il peut y avoir une compétition. Et dans ta philosophie, ta manière, tu essaies de passer de cette notion de compétition à quelque chose de constructif. Oui. La logique de compétition, elle est naturelle. Je dirais même elle est reptilienne. On sait que quand les ressources sont restreintes, c'est la compétition qui permet de les avoir avant les autres. Ce qui permet de passer d'une logique de compétition à une logique de coopération, c'est l'objectif commun. C'est le but que tu te fixes à l'issue de la conversation. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble? Quel est le but à atteindre que l'on va pouvoir euh, euh, organiser pour faire en sorte que notre conversation ne soit pas juste un échange d'informations, de données, mais qu'elle serve à construire, qu'elle serve à avancer. Donc oui, c'est ce que j'appelle l'OCP en négociation, l'objectif commun partagé. L'OCP, c'est la clé de la négo coopérative. Il y a de la coopération si chacun accepte qu'on ait un objectif commun et accepte de se mettre au service de l'autre. Mais ça relève d'une acceptation. Donc ta conversation commence d'abord par faire accepter à l'autre qu'on a un objectif commun. Et pour ça, il faut qu'il soit capable de l'accepter. Un, qu'il ait envie de l'accepter. Deux, qu'il soit capable de le faire. Et s'il n'y a pas d'objectif commun partagé, il n'y a pas de négociation. C'est du rapport de force, c'est de la soumission, c'est de la manipulation.
mais ce n'est pas une vraie négociation. Dans un processus de négociation, alors, si tu n'atteins pas le OCP, tu prends d'autres mesures? Si tu n'atteins pas l'OCP, quelles sont les solutions qui te restent? Fuir, tu arrêtes la conversation. Tu échanges avec quelqu'un qui est contre ton point de vue, tu n'as pas envie de continuer, tu t'en vas. Alors, face à un preneur d'otage, ce n'est pas une solution que je peux utiliser. Je ne peux pas dire, bah, écoutez, il n'est pas d'accord, je m'en vais, à bientôt. Ça ne marche pas. L'autre solution que tu peux utiliser, c'est la manipulation. Tu vas le manipuler, donc tu vas utiliser des manœuvres dolosives, tu vas mentir, tu vas piéger, tu vas tronquer sa perception de la réalité pour induire le changement de manière très ponctuelle. Et avant qu'il s'aperçoive qu'il s'est fait rouler, hop, qu'il aboutisse à ce que tu souhaites obtenir, c'est-à-dire la libération de ton otage, par exemple. Tu peux ensuite avoir le rapport de force. C'est-à-dire que tu décides d'arrêter de discuter, tu casses la porte et c'est la colonne d'assaut qui rentre et qui interpelle le preneur d'otage. Donc, c'est vrai que ce sont des modes de résolution qui ne sont pas ceux qu'on recherche quand on fait la négociation, mais qui sont possibles. Et notamment, le recours à l'intervention, c'est un mode de résolution du conflit qui n'est pas créateur de valeur pour les deux parties prenantes. Hein. Ça crée une frustration chez le preneur d'otage quand on casse la porte, mais qui reste en ligne avec l'enjeu. Si l'enjeu est de sauver l'otage et que la négociation n'a pas réussi, dans ce cas-là, eh ben, on passe à la solution de rapport de force et d'intervention. Et j'imagine que en train d'essayer d'établir cet objectif commun partagé, tu peux aussi dire, bah, écoutez, monsieur, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, les solutions après sont pas bonnes. Alors oui, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il accepte que la négociation soit une alternative à l'intervention. Mais parfois, il n'a pas conscience du risque qu'il court, ou parfois il est tellement en surconfiance qu'il estime que il ne risque rien si l'intervention est déclenchée. Donc là, dans ces situations, c'est encore une fois une prise de conscience. Est-ce qu'il peut accepter le risque qu'il court ou pas? S'il ne l'accepte pas, ça veut dire que tu n'as pas de levier sur lui, que tu ne peux pas lui imposer un mode de fonctionnement négocié. Donc oui, là aussi, encore une fois, tu peux converser avec quelqu'un qui a les moyens de le faire. Il faut que techniquement, il ait les moyens de comprendre ce que tu es en train de lui dire, l'intensité de ce que tu lui donnes, l'intensité du risque. Tu viens de disparaître. Je ne sais pas si tu m'entends. Minter, est-ce que tu m'entends? Ah, tu es de retour. Tu m'as entendu? J'ai entendu suffisamment. Ça a coupé juste avant que je ne parle, donc c'est parfait. Donc, un sujet que tu connais, tu sais que j'aime, c'est l'empathie. Et l'empathie dans la négociation, je sais que tu en as écrit plein là-dessus. L'empathie est aussi un outil utilisé par des sociopathes pour manipuler justement, comme tu venais d'expliquer. Combien est-ce que et comment tu emploies l'empathie dans ce genre de situation? Ce qui est difficile avec l'empathie, c'est que ce lien émotionnel qu'on a avec l'autre, il doit être maîtrisé quand tu rentres dans une discussion avec un preneur d'otage. C'est-à-dire que tu dois avoir une attitude choisie d'empathie. Tu dois faire preuve d'empathie, d'une empathie choisie, donc maîtriser ton engagement émotionnel. Or, on est dans des situations où il y a des enjeux forts, souvent c'est des vies qui sont en jeu, et tu peux avoir un engagement émotionnel qui peut te faire basculer dans un partage émotionnel. Face à quelqu'un qui est en colère, tu peux éprouver de la colère. Et si cette spirale émotionnelle se met en place, évidemment, c'est difficile parce que tu vas faire monter la colère des deux côtés. Donc, on essaie d'éviter ce partage émotionnel en restant à distance des émotions. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les évite, au contraire, on les accepte et on les utilise, mais on va l'utiliser de manière technique. Donc, on va employer des méthodes, notamment ce qu'on appelle l'écoute active, avec des techniques comme la verbalisation des émotions, comme la reformulation, la paraphrase, qui vont permettre de montrer à l'autre qu'on a créé ce lien relationnel avec lui, mais sans tomber dans le piège de l'engagement émotionnel qui nous fait perdre notre objectivité. Donc, ça implique, quand tu organises cette attitude émotionnelle, ça implique que tu contrôles tes émotions, donc tu perds un peu en authenticité. Et je crois que le sens de la conversation repose aussi parfois sur la spontanéité des échanges et l'authenticité des discussions. Et quand tu choisis d'avoir une attitude empathique, tu restreins un peu ton authenticité pour maîtriser ton engagement émotionnel et ne pas qu'il vienne impacter ton efficacité. Donc oui, l'empathie, c'est
un superbe outil, mais il faut être capable de le piloter. Il faut être capable de maîtriser ce lien. En termes de manière de créer, établir un rapport avec l'autre, souvent en termes de business en tout cas, ou dans un rapport personnel, on parle souvent d'effet miroir. C'est-à-dire que si l'autre a les bras croisés, ben tu fais les bras croisés également pour montrer que tu es dans le même type de posture. Combien est-ce que ça, c'est pertinent dans tes situations à toi? Alors, moi, beaucoup de situations se mènent à distance, donc il n'y a pas le non-verbal. Je ne vois pas la personne, donc je peux utiliser son ton de voix, sa prosodie, mais je ne vois pas cette personne-là. Les techniques de mirroring, qu'on appelle aussi les techniques de synchronisation, on va se synchroniser sur les mouvements de l'autre. C'est vrai que ça peut fonctionner, mais ça relève de la manipulation. C'est-à-dire que tu vas volontairement adopter une attitude qui va être conforme à ce que l'autre est en train de mettre en place pour créer ce lien inconscient et l'amener à plus facilement modifier sa perception ou modifier son comportement. Donc oui, ce sont des techniques qui fonctionnent. Après, je le faisais quand j'étais un jeune négociateur, quand je débutais, parce que c'était des techniques assez faciles à mettre en œuvre. Aujourd'hui, je laisse libre cours à mon comportement naturel. Je ne suis pas trop axé sur ces questions-là. Je ne les regarde pas dans le détail parce que voilà, je n'ai pas envie qu'elles viennent perturber. Si je pense à la position que je vais tenir, j'oublie d'écouter pour comprendre. Or, quand on écoute quelqu'un, ce n'est pas pour le convaincre, c'est pour le comprendre. Et une fois qu'on aura compris son mode de fonctionnement, notamment son intérêt derrière sa position, on peut s'interroger sur la façon d'induire le changement chez lui. Donc, c'est vrai que toutes ces techniques sont très intéressantes. C'est intéressant de les connaître. On peut les utiliser, mais je les utilise de moins en moins ou alors par petites touches ou alors inconsciemment peut-être pour rentrer dans ce lien relationnel et ce lien d'influence avec l'autre. Ça fait écho, ou en tout cas, ça soulève l'idée tout à l'heure, on parlait de la forme et le fond. La Ouais. forme, c'est quelque chose qui se travaille. Et tu as aussi parlé de connaissance de soi. Et je me demandais, enfin, il y avait le jeune Laurent qui faisait le mirroring. Ouais. Il y a le Laurent d'aujourd'hui. Combien est-ce que cette connaissance de soi a imposé ou changé la manière que tu fais? Bah, je dirais que la première étape, c'est un peu ce qu'on a évoqué sur l'empathie, c'est la connaissance de tes propres émotions. La maîtrise émotionnelle, elle repose sur le fait d'accepter d'avoir des émotions et de comprendre leur arrivée dans une conversation. Toutes les émotions qu'on éprouve sont légitimes. On parle des émotions darwiniennes, hein, les 6 émotions de base. Elles sont toujours légitimes. Ça veut dire que, quelle que soit la situation qui les déclenche, la réaction que tu vas avoir, tu dois l'accepter. S'il y a une frustration de tes valeurs, une frustration de tes attentes, tu vas être en colère. S'il y a un danger particulier ou un enjeu particulièrement important, tu vas manifester de la peur. Donc, toutes ces émotions-là, elles sont intéressantes parce qu'elles font partie du jeu. Les refuser, ce serait créer un effet rebond. L'effet rebond, c'est que plus tu vas vouloir refuser tes émotions, plus elles vont réapparaître et plus tu auras du mal à les piloter. Donc, l'acceptation initiale, c'est ce qui va nous permettre d'éviter que les émotions primaires légitimes ne se dégradent et qu'elles ne se transforment en émotions négatives. La colère qui deviendrait de l'agressivité ou la peur qui deviendrait de l'angoisse. Donc, cette connaissance de soi sur ce que j'appelle la posture émotionnelle, elle permet par l'entraînement, par le débriefing, de faire évoluer ton mode de gestion de tes émotions. La deuxième posture sur laquelle on travaille en connaissance de soi, c'est la posture relationnelle. C'est comment, en maîtrisant ses émotions, je peux créer une relation à l'autre. La relation, c'est un lien, le lien que tu vas construire avec un autre pour arriver à quelque chose. Et donc là encore, ça repose sur la capacité d'écoute, la capacité de compréhension, la capacité à rester objectif, à connaître ses biais perceptifs, connaître la façon dont tu vois le monde, hein. C'est Korzybski qui disait: «La carte n'est pas le territoire». On doit accepter qu'on vit dans une représentation de la réalité, pas la réalité elle-même. Et donc, quand tu acceptes cette carte-là, ta propre carte, eh bien, tu peux percevoir plus facilement ta compréhension du monde. Il y a aussi une posture de confiance. Comment tu peux avoir suffisamment confiance en toi dans la relation pour être sûr de ce que tu vas défendre par l'assertivité, mais également ne pas être perçu comme arrogant par la personne qui est en face de toi. Et puis, il y a aussi une capacité à être dans une posture de conviction. Défendre son point de vue, c'est accepter de ne pas céder facilement pour éviter la difficulté ou l'angoisse du conflit.
Donc, tous ces sujets-là d'introspection, hein, de débriefing de tes propres situations, c'est ce que tu peux mettre dans ta bibliothèque personnelle, dans ton côté connaissance de soi, comment chacune de ces postures s'exprime quand tu es en conversation avec quelqu'un et comment tu arrives à les faire évoluer, sachant qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini de faire évoluer nos approches, nos méthodes dans une matière, la conversation au sens large, faite d'émotions, de relations, de liens, de positions, qui est une matière très, très instable. Donc, il faut oui, accepter qu'on est en perpétuelle évolution et qu'il n'y a aucune vérité. Il y a ta vérité, ta vision, ta perception que tu vas faire évoluer avec le temps. Et quand tu l'acceptes, effectivement, tu libères un peu plus facilement ta capacité de conversation. Tu la rends moins dirigiste et tu la rends plus ouverte à l'autre. Tu sais, la négociation, c'est un acte d'altérité. Hein. Quand tu décides de négocier, tu décides d'accepter de comprendre l'autre pour arriver à trouver une solution avec lui. Donc, Et un je pense que acte la conversation, d'humilité, c'est pas… Ouais. Pardon, je t'ai coupé. tu le considères comme un acte d'humilité? Ah, il faut à la fois un acte d'humilité pour accepter l'autre. Hein. C'est Aristote qui disait qu'il faut beaucoup d'intelligence pour accepter un point de vue différent du sien. Donc, il faut cette humilité d'accepter la position de l'autre, mais il ne faut pas trop d'humilité. Il faut aussi une capacité de conviction. Parce que si tu considères systématiquement que l'autre a raison par rapport à ce que tu exprimes, par excès d'humilité, bah, l'autre va finir par t'imposer ses positions sans accepter les tiennes. Donc, c'est un bon équilibre. Il faut de l'humilité, mais pas trop. Il faut de l'ego, mais pas trop. Et quid de tes croyances fondamentales, par exemple, sur de l'humanité? Est-ce que ça joue un rôle dans ton métier? Bah, je pense que dans ce métier-là, si tu n'aimes pas les autres, c'est difficile. Donc, tu ne peux pas t'improviser le négociateur si tu n'as pas d'abord cette fibre. Il faut aimer l'autre. Donc, ce n'est pas l'aimer de manière absolue, c'est considérer que l'autre a aussi une position, une conviction et accepter qu'il puisse rentrer dans cet échange. Donc, ouais, je pense que cet humanisme initial, il facilite beaucoup le travail. Et après, tes convictions, bah, tu les fais évoluer. Moi, mes convictions évoluent beaucoup au fur et à mesure que je gère des situations. Ça fait maintenant 25 ans que je fais de la négociation. Ouais, mais mes convictions sur l'humain ont beaucoup évolué. Certaines en bien, certaines en mal, mais ouais, ça bouge. Cette alchimie évolue assez rapidement. Alors, évidemment, nous, on est en train de parler calmement, en audio, à distance, mais dans ces situations, il y a un contexte. Et souvent, quand on a une conversation dans la vraie vie, on va dire, il est important de considérer le contexte dans lequel a ce lieu, cet entretien ou cette conversation. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux prendre en compte? Tu as été coupé. Est-ce que c'est possible de prendre en compte le contexte dans lequel, enfin, est-ce que c'est obligatoire de prendre en compte le contexte dans lequel est la conversation? C'est-à-dire, par exemple, toi et moi, on est en train de parler, on a plutôt un micro devant nous, un ordinateur, et donc on n'est pas autant distrait à moins qu'il y ait des notifications qui passent à la va-vite ou des enfants derrière, etc. Mais pour garder la concentration, pour avoir la bonne conversation, comment est-ce que tu essayes d'organiser le contexte de cette conversation? Bah, si tu as l'occasion d'organiser le contexte idéal, comme on l'a fait nous ce matin, dans un contexte calme, posé, même à distance, pour éviter d'avoir des perturbations et rester concentré, si tu peux choisir ce contexte, bien sûr, tu vas faire jouer tes facteurs contextuels pour qu'ils soient favorables à la conversation. Face à une négociation, dans un cas de prise d'otage ou de forcené, c'est compliqué parce que c'est là où ça se passe. Tu peux être dans un hôtel, tu peux être dans un restaurant, tu peux être dans un lieu public, dans un aéroport. Donc, tu vas devoir utiliser aussi les contraintes du contexte et t'adapter à ça. Ça peut être du bruit, par exemple. Dans les films, on voit souvent le négociateur de prise d'otage qui sort en mégaphone et qui va parler derrière un mégaphone dans la rue. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on ne fait jamais, sauf s'il n'est pas possible de faire autrement parce que tout le monde entend la conversation. Tu n'es pas certain de la qualité de la réception du message par la personne qui est en face. Il n'y a pas de discrétion dans les échanges. Toi, tu as un mégaphone, mais la personne en face n'en a pas. Donc voilà, tu vas essayer de modifier certains éléments pour qu'ils soient favorables à la confidentialité, pour qu'ils soient favorables à la confiance,
et puis aussi pour qu'il soit favorable à la qualité de la compréhension de ce que tu vas recevoir. Si tu as des messages qui tombent et qui, derrière, ne sont pas compris par la personne parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des parasites, parce que la communication n'est pas très bonne, effectivement, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu as un risque d'incompréhension. Et si tu ne vois pas l'incompréhension, bah, tu as l'idée que la personne en face a compris ce que tu as dit, alors qu'en fait, elle a compris tout le contraire. Et on part sur des quiproquos qui peuvent parfois être amusants, mais parfois être assez dévastateurs. Hmm. Tu as parlé de films quelque part, enfin, des gens, tu regardes, tu vois, avec les micros, enfin, pas les microphones, comment tu appelles ça Ah, les caméras? Oui, bon, enfin, est-ce que outre ton livre, tes livres, est-ce que tu aurais des films ou des livres qui exposent bien ce métier, qui sont des bons exemples de, de, de négociations bien faites, où on peut apprendre? Alors, tu as des films qui racontent des négociations de prise d'otage. Tu as Le Négociateur, qui est un film assez célèbre, avec Kevin Spacey qui joue le rôle d'un négociateur face à un autre négociateur qui, lui, devient preneur d'otage. Bon, c'est très américain, donc ça veut dire que c'est très un peu manichéen, le bien, le mal d'un côté, le négociateur tout seul qui est la star avec son équipe qui rame derrière. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne dans une négociation. Mais c'est un film intéressant parce que ça pose un peu une négociation sous tension. Non, il y a un autre film américain que j'aime beaucoup sur ce sujet qui est le film Inside Man, où tu as une négociation avec Denzel Washington qui va lui mener un contact avec un preneur d'otage qui est dans un braquage de banque. Et c'est intéressant parce que j'aime bien la relation psychologique qui va se nouer entre les deux, où le braqueur a déjà anticipé tout ce qui va se passer, et où la conversation se mène de manière très, très calme et posée, alors qu'on est sur une situation de tension. Donc là, c'est un film qui est assez intéressant. Et sinon, tu as L'échange. L'échange, c'est Proof of Life en anglais. C'est un film avec Russell Crowe qui raconte la négociation de la libération de Thomas Hargrove, qui est quelqu'un qui a été kidnappé en Colombie. Et tu as un négociateur qui va prendre contact avec les FARC pour arriver à faire libérer cet otage. C'était une histoire vraie. Donc, même si elle est romancée dans le film, c'est une histoire qui est basée sur une histoire vraie. Et puis, tu as une série télé qui s'appelle Ransom, qui raconte mon histoire, qui est basée sur l'histoire de mon équipe et qui va expliquer comment un négociateur professionnel, tu vois, j'avais juste exigé dans le film, enfin dans la série, que le héros, qui est interprété par Luke Roberts, soit franco-américain. Mais c'est Hmm. une série américaine qui raconte l'histoire d'une équipe de négociateurs qui va gérer des ransomware, des prises d'otages, des disparitions, et qui est aussi intéressante parce qu'il y a quelques ressorts psychologiques qu'on a réussi à greffer dans les scénarios. C'est génial. Je vais mettre tous ces liens dans les show notes. Tu as parlé donc des FARC franco-américains. Combien est-ce que la négociation varie selon les cultures? Bah, tu as des facteurs culturels qui sont importants, notamment le temps. Certaines cultures sont appétentes à la pression du temps. Excuse-moi, je reprends. Certaines cultures sont appétentes à la pression du temps, d'autres le sont beaucoup moins. Tu as des cultures qui sont appétentes à la culture, pardon, tu as des cultures qui sont appétentes à la confiance intrinsèque, on se fait confiance naturellement, et d'autres cultures qui vont aller chercher une confiance explicite et clairement affirmée. Donc oui, bien sûr, ce sont des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir des négociateurs locaux dans les pays dans lesquels je travaille. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la culture du pays dans lequel ils se trouvent, ce qui me permet d'avoir une vision objective de ces éléments culturels et de pouvoir les utiliser dans chacune des discussions. Alors, imaginons que tu es dans le milieu de négociation et ça se chauffe, c'est-à-dire que l'émotion de l'autre en particulier, il s'énerve. Comment est-ce que tu essayes de désescalader ce genre de situation? Bah, la meilleure façon de gérer une émotion, c'est de la verbaliser. Quand tu es face à quelqu'un qui commence à déraper, euh, si son émotion est légitime, et la plupart du temps elle l'est, tu dois l'accepter. Ce n'est pas pour cela que tu comprends pourquoi il est tombé dans cette émotion, que tu acceptes pourquoi il est tombé dans cet engagement émotionnel, mais l'accepter, c'est la légitimer, c'est-à-dire reconnaître par la verbalisation que cette personne a le droit d'être en colère. Vous savez, je ne peux pas comprendre ce que vous ressentez, mais je comprends que vous soyez en colère au vu de ce qui est en train de se passer. Cette verbalisation, elle va permettre deux choses. Un, mettre un mot sur l'émotion de l'autre. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il est en colère.
Si tu n'as pas les mots pour exprimer tes émotions, tu ne peux pas les gérer. Donc là, tu vas l'aider à mettre un mot sur cette émotion. Et ensuite, en légitimant l'émotion, tu évites qu'elle ne se dégrade. Tu n'as pas besoin de pousser les feux sur l'émotion, d'aller plus loin sur l'émotion, si par principe, la personne a compris que tu avais accepté que cette émotion était légitime. Donc, ça fait partie de la caisse à outils du négociateur. Verbaliser une émotion, c'est la rendre neutre dans la relation, la rendant légitime pour l'autre et en faisant en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Si ça ne fonctionne pas, bah, écoute, après, c'est quel est l'enjeu d'une situation où l'émotion prend le dessus. S'il y a un enjeu de sécurité, si tu risques de prendre un mauvais coup, eh ben, il vaut mieux arrêter la discussion. Si c'est un enjeu de sauver l'otage quoi qu'il arrive, dans ce cas-là, tu vas mener la négociation en acceptant le risque que ça puisse déraper. Mais c'est vrai que la meilleure façon d'éviter qu'une émotion ne se dégrade, c'est de la verbaliser, de la faire accepter à l'autre, de lui montrer que nous, on l'a accepté et de l'aider à l'accepter en la verbalisant. Avant, tu as évoqué l'existence des 6 émotions primaires, mais il y a plein de nuances dans les émotions et dans certaines littératures que je lis aujourd'hui, je vois qu'on a souvent du mal à savoir quelle émotion nous avons, c'est-à-dire de distinguer entre confus ou pas clair ou énervé ou enragé ou fâché, enfin, quel mot utiliser qui exprime bien l'émotion. Est-ce que est-ce que c'est aussi une manière, juste dans ce que tu as dit tout à l'heure, l'écoute active, une manière de se mettre d'accord sur l'émotion? Oui, je crois qu'aligner tout le monde sur les comportements acceptables ou pas acceptables, c'est se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de la conversation. Considérer que dans l'expression émotionnelle, il y a des choses qu'on peut accepter, le ton de voix qui monte, certaines paroles qui vont sortir et puis d'autres qu'on ne peut pas accepter. Un comportement agressif, par exemple, n'est pas favorable au maintien de la discussion. Donc oui, je pense qu'on peut aligner nos discussions sur des règles. On peut même les évoquer en début d'échange. Donner des règles définies à l'avance, que j'appelle des règles éthiques, sur le fait de respecter la parole de l'autre, le fait de ne pas se couper, le fait de ne pas utiliser des manœuvres dolosives comme la menace, l'ultimatum, le recours au rapport de force. Ça contribue aussi à une conversation efficace. Donc, on pourrait très bien imaginer en début de conversation, quand l'enjeu est important, se fixer des règles. Se fixer des règles en termes de timing, se fixer des règles en termes de contenu, se fixer des règles en termes d'échange. On a dans les débats, par exemple, des temps de parole où chacun a le temps de parler, mais le même temps que l'autre. Donc, je trouve qu'on oublie trop souvent les règles de la conversation. Le fond est important, mais la forme est aussi très importante et on pourrait le caler en début de discussion. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire mais ça doit certainement exister, un manuel des règles de la conversation efficace pour voir comment il faudrait s'appuyer sur certains concepts de relations, d'empathie, de liens, d'objectifs communs pour faire des conversations, des éléments de création de valeur ajoutée. Tout en sachant que, comme tu as dit tout à l'heure, on a souvent affaire avec des gens qui ont leurs propres idées, personnelles, individuelles et les frontières de l'un ne peut pas coller à la frontière de l'autre, hein. Ce que je considère être offensif, toi, tu vas dire: «Ah ça, c'est tout à fait normal» ou vice-versa et donc c'est aussi difficile parfois de se mettre d'accord et dans la littérature de la conversation aujourd'hui, les gens qui parlent de mettre des frontières, parlent de mettre des frontières sur soi-même, ce que j'accepte. Ouais. C'est-à-dire que si tu parles d'un ton pareil, je ne peux pas. Donc, je sais qu'à ce moment-là, moi, je refuse de continuer parce que tu as franchi la frontière que j'acceptais. Donc, et créer des frontières, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place. Oui, c'est aussi à certains moments savoir jusqu'où tu es prêt à ne pas aller. Mais encore une fois, c'est une question d'enjeu. Les limites que tu te fixes dépendent du contexte de la négociation, c'est-à-dire des moyens que tu as, et de l'enjeu que tu vas te fixer. Quand j'ai pour enjeu de sauver une vie, je peux accepter de me faire insulter ou d'avoir quelqu'un qui me parle avec un ton que je n'accepterais pas si j'étais en train de négocier l'achat d'un téléviseur quelque part. Et donc, c'est aussi très lié à ça. C'est l'enjeu et l'intérêt que tu vas défendre dans la négociation va aussi modifier ton seuil d'acceptabilité. Tu peux accepter plus facilement quand l'enjeu est fort que ce que tu acceptais quand l'enjeu est faible. Donc, c'est aussi ce travail de connaître nos propres limites, mais de savoir jusqu'où on est prêt à les repousser pour préserver l'enjeu qui est au cœur de la discussion.
Et souvent, cet enjeu, en fait, aujourd'hui, dans la vraie vie, on va dire, c'est-à-dire en dehors de ce preneur d'otages, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent dans tous ces états à cause d'une espèce de crise existentielle. C'est-à-dire que je défends une conviction et cette conviction soutient mon existence. Oui, bah, tu as des personnes qui sont construites sur une idée, sur une idéologie, qui peut être sociale, politique, voilà, mais tout a été construit sur cette idéologie. Et donc, par rapport à ça, si cette idéologie est remise en cause, bien sûr que tu les mets en difficulté, tu les mets en danger. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont complètement inexistants par rapport à ce qu'ils imaginaient. Donc oui, remettre en question les fondamentaux, les croyances de quelqu'un, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si c'est pour cette personne, c'est son identité qui s'est construite là-dessus, elle va se défendre bec et ongle. Et là, justement, elle est prête à utiliser des moyens de conversation qui ne sont pas ceux d'une conversation normale et qui vont aller jusqu'au bout, parfois de l'extrême, pour défendre leur position. C'est tout le problème de la polarisation des échanges aujourd'hui. C'est que quand quelqu'un s'enferme dans une vérité, qu'elle soit vraie ou fausse d'ailleurs, hein, il va construire toute son identité par rapport à ça. Et la remise en cause de cette vérité est tellement déstabilisante pour lui qu'elle est inacceptable. Et donc, quitte même à aller à l'encontre de la vraie vérité ou de la réalité scientifique, par exemple, eh bien, ces personnes sont prêtes à avoir des affirmations jusqu'à la violence pour défendre leur point de vue, parce que ce serait remettre en cause leur propre identité. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte quand on rentre dans une conversation, entre guillemets, de la vraie vie, j'utilise ce terme pour distinguer ce dont on parle, mais ça nous permet d'avoir une hauteur par rapport à la conversation. Ouais, ouais, on peut garder cette idée en tête, mais il faut accepter aujourd'hui que tu peux choisir ta vérité. Tu peux trouver sur Internet absolument toutes les justifications à tout et n'importe quoi. Donc, tu choisis la vérité qui t'arrange. Au lieu de modifier ton comportement par rapport à une vérité, bah, tu choisis la vérité qui t'évite de modifier tes croyances et ton comportement. Pour changer d'avis, il faut faire un effort. Et faire cet effort-là, bah, beaucoup de gens aujourd'hui le refusent parce que bah, ça reviendrait à remettre en cause un certain nombre de fonctionnements. Donc, on a perdu ce goût de l'effort de se remettre en cause. Génial. Alors, je veux juste terminer sur un sujet un peu plus compliqué, en tout cas, c'est l'échec. Ouais. Tu as forcément eu des échecs dans ta carrière de négociateur. Tu n'es pas arrivé au bout. Le preneur d'otage a fait ce qu'il a menacé de faire alors que tu voulais que ça ne se passe pas. Quels sont les échecs que tu as eus et quelles sont les leçons que tu en as tirées? Alors, par chance, j'ai jamais eu d'échec avec les preneurs d'otages. Hmm. Jamais eu de passage à l'acte. Bravo. Je touche du bois, même si je n'y crois pas. Mais j'ai eu d'autres échecs sur des négociations plus traditionnelles où c'est pas allé jusqu'au bout. L'échec, c'est évidemment, on n'apprécie pas l'échec, mais c'est un outil d'apprentissage redoutable. Donc, c'est vrai que je n'aime pas me planter, mais quand je me plante, j'en tire profit. Il ne faut pas gâcher un échec. Il faut arriver à tirer des enseignements, à le débriefer, à essayer de comprendre ce qui s'est passé derrière. Mon premier patron en négociation, Michel Marie, m'avait dit « prépare-toi à perdre en otage ». Et je ne me suis jamais préparé, mais j'ai toujours accepté que c'était possible. Donc aujourd'hui, je ne me prépare pas à l'échec. Je n'ai pas de plan B, j'ai rarement de plan B. J'adapte mon plan A en fonction de la situation, mais j'accepte que ce soit possible. J'accepte que ça puisse arriver un jour. Donc quand ça arrive, je le débrief, j'essaie de tirer des enseignements, mais je ne m'y prépare jamais. Parce que ne pas accepter, ça serait une intransigeance dogmatique. Bien sûr, si je me disais j'accepterai jamais l'échec, ça veut dire que je ne vais jamais me tromper. Ce serait un excès de confiance qui serait redoutable. Mais s'y préparer, je trouve que ça pourrait me faire perdre en force de conviction. Avoir un plan B, ça me pourrait m'amener à être moins pertinent sur le plan A. Donc aujourd'hui, je préfère accepter que ça puisse être possible, mais je ne me prépare pas. Et on verra bien. Laurent, quelle belle conversation. Oh là là. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle? Non. Oui, Ah oui, 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 c'est tout. c'est fou. Ouais. C'était vraiment très puissant, très instructif pour moi, personnellement. Je te remercie beaucoup. Et je Merci. voudrais que les gens qui nous ont écoutés sachent comment savoir un peu plus sur toi,
aller sur ton site, éventuellement, parce que je sais que tu as un bel endroit pour aller apprendre plus sur la négo et faire les constructions d'équipe. Donne-nous des liens ou des endroits pour aller visiter plus ce que tu fais, ce que tu écris, etc. Écoute, le plus simple, c'est d'aller sur le site de thetrustedagency.com. C'est là où tu vas retrouver l'activité de ce qu'on fait au sein de notre agence, également l'activité de notre ONG qui accompagne certaines organisations dans leurs négociations complexes, qui le fait pro bono quand c'est l'ONG qui gère. L'association Donne Confiance aussi pour les enfants, qui permet d'aider des gamins à construire leur confiance en eux. Donc là-dessus, sur le site thetrustedagency.com, tu auras la plupart des éléments qui expliquent ce que je fais et nos projets futurs. 2024 devrait être une belle année aussi, pleine d'innovations. Donc, il y aura pas mal d'informations là-dessus. Et j'espère en profiter personnellement. Laurent, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Mita.